Colette sort discrètement de la maison afin d'éviter l'affrontement. Ses parents se chicanent, encore. Mais si elle ne les entend pas, ça n'arrive pas. Si le bruit des coups ne se rend pas à ses oreilles, ceux-ci ne sont pas réels. Et si les bleus se multiplient sur le doux visage de sa maman, la jeune fille est capable de voir dans cette nouvelle palette de couleurs une excentrique coquetterie. Les problèmes, faut les enterrer. Sa mère dit toujours ça. Ce matin-là, elle s'aventure dans les sentiers du village où elle habite depuis peu avec sa famille. Quand son père a déniché un travail dans cette nouvelle usine, sa mère était soulagée. Ce village champignon, cette espèce de Klondike des pâtes et papiers, représentait pour elle l'espoir d'une vie nouvelle. Ça ne l'a pas été. Colette ramasse des branches, des brindilles, des bouts de bois, des morceaux d'écorce aussi qu'elle arrache des arbres après avoir vérifié que personne ne la regarde. Elle sait qu'elle fait mal aux arbres ce faisant, mais elle se dit que juste un peu, ça n'est pas si grave. Elle-même se fait parfois mal juste un peu. Elle aimerait aussi blesser son père, qui pourtant ne se gêne pas, mais elle sait qu'elle n'est pas de taille. Elle n'est ni très grande, ni très forte, mais elle est bien plus intelligente. Elle y arrivera autrement, c'est tout. De retour derrière la maison, elle vide le contenu de son sac et observe les trésors glanés. Puis, elle s'affaire à construire une nouvelle petite maison de bois. À l'aide de bouts de laine, elle relie les branches qui constitueront le toit de la cabane. Avec un peu de boue, elle en fait tenir les fondations. Elle prend son temps. Pour Colette, ces maisons sont vivantes. Elles sont des refuges. Pour un œil extérieur, elles ont surtout l'air de petits amas de bois, ce qu'elles sont dans le fond. Sa maison terminée, Colette la dépose à côté des autres, cachée dans le caveau entre deux cordes de bois. Puis, elle retourne chez elle et pénètre dans la cuisine où sa mère lui fait dos. De sa main droite, celle-ci camoufle une partie de son visage et de l'autre, elle brasse une soupe. Son corps massif lui donne une impression de force immense. Sa mère, c'est son roc. Un roc plein de trous, mais un roc quand même. À l'inverse, son père a un corps mince, sec. Il n'est pas grand, mais sa colère suffit à faire trembler les murs de la maison. Cette nuit-là, la jeune fille a des rêves de violence. Il y a du sang, beaucoup de sang. Mais à son réveil, c'est sur ses cuisses qu'elle en trouve. Noir, collant, étranger. Sa jaquette est souillée, son drap également. Elle a froid. De cet amas d'étoffe ensanglantée, elle ne sait que faire. Elle les met en boule et va les cacher derrière une corde de bois, en attendant. Ça ne prend à son père que quelques heures avant de les découvrir. Son cri traverse les murs de la maison et le corps de Colette se fige. Elle sort le retrouver. Il l'accuse d'être dévergondée. Elle ne sait pas ce que ça signifie, ce mot. Mais à ce qu'il paraît, ses draps souillés de sang sont la preuve qu'elle a commis un acte impur et qu'elle mérite une correction. Le corps coincé entre deux cordes de bois, Colette a mal. Les bûches s'enfoncent dans son ventre alors que son père la roue de coups, lui crie des injures, la traite de pute, comme ta mère. Elle bouge le moins possible, retient ses sanglots, mais des larmes brûlent ses yeux et roulent en continu sur ses joues, mouillant le col de sa robe. Puis ça s'arrête. Son père fait un pas, et un autre qui s'accompagne d'un craquement qui la fait sursauter. Elle se retourne le temps de le voir, pilé avec ses grosses bottes d'homme sur les petites maisons de bois qu'elle a fabriquées. Chacune d'elles comme le marqueur impuissant des batailles que son père livre contre sa mère. Elle ne peut retenir un cri. « Mes maisons !» C'est trop tard. Il piétine chaque morceau de ce triste village si petit, mais tout de même beaucoup trop grand. Puis il s'en va, laissant Colette seule, humiliée, pleine du sang des blessures qu'il lui a infligées, mais aussi de celui que son corps, nouvellement pubère, relâchera désormais chaque mois. « Ta fille est une traînée », dira son père pour se justifier, quand elle rentrera, des heures plus tard, le visage tuméfié et le dos marqué de rouge. Ce à quoi sa mère répondra « Non, ma fille est une femme. » Cette nuit-là, Colette ne dort pas. Un peu avant le lever du jour, épuisée, elle quitte la maison, suivie par sa mère et sa petite sœur, endormies dans les bras maternels. Cette petite doit être protégée à tout prix.
Dehors, la nuit est fraîche et le soleil pointe entre la tête des conifères. Le seul bruit qu'on entend est celui de la chute majestueuse qui, à quelques pieds seulement, règne sur ce village enfant, tel une matriarche. Lorsque le matin se lève, elles ont quitté. Colette ne retournera jamais dans cette région où on brûle les champs pour qu'y poussent les bleuets, ni dans ce village où des décennies plus tard, des pompiers volontaires mettront le feu aux maisons délabrées pour se pratiquer à les éteindre. Ce jour-là, les éléments étant ce qu'ils sont, toujours un peu vengeurs, le vent décidera de s'en mêler. Les flammes se propageront ainsi sur la petite côte, touchant plusieurs maisons de la rue et rasant l'essentiel de celles-ci, dont celle sous laquelle gisait depuis près de 60 ans le corps du père de Colette. Au moment où le feu fait rage à des centaines de kilomètres de chez elle, la vieille dame se remémore une dernière fois son village de mini-maisons de bois. Puis à son tour, elle s'éteint.